Ceux qui sont les plus ignorés par les politiques gouvernementales, ce sont ceux qui ont le plus de besoins, qui sont les plus négligés. Ça nous mène où, les politiques qu'on a? Il n'y a aucun changement. Au contraire, on a toujours l'impression de reculer. Nous, on est chanceux quand même comme pays démocratique, justement, qu'on peut faire ça, parce qu'il y a d'autres pays que c'est pas le cas. Bien, si on veut des changements, bien, il faut passer par le vote, par les élections. On n'a pas le choix. Pour avoir vraiment une voix de gauche, je voudrais dire, bien, peut-être que oui, il faudrait voter massivement vers un parti qui aurait des chances de pouvoir faire entendre une voix plus nuancée qu'une voix conservatrice, mais c'est désolant de devoir en arriver là. Il y a une certaine légitimité qui commence à s'établir au Québec sur le fait que s'abstenir, c'est pas non plus un geste de « je m'en fous, etc., je reste chez nous, puis je regarde la TV », tu sais. Ça peut vouloir dire, ça peut être l'expression d'une opinion politique aussi, qu'on peut refuser la mascarade électorale, mais qu'on peut aussi agir au quotidien. Ça fait depuis 5 ans qu'on entend parler de plus en plus de tout ce qui est bio, de tout ce qui est équitable, de tout ce qui est environnement, de tout ce qui est encourager le produit fait ici. J'essaie d'avoir une implication citoyenne assez importante, de me tenir au courant de ce qui se passe. J'ai un comportement pas mal écologique, je dirais. Je recycle, je fais du compost. Je fais du recyclage, du réutilisage. C'est pas mal ça. La récupération, puis le bio, même l'équitable, c'est pas du tout une fin en soi. C'est un moyen qui est peut-être moins dégueulasse avec ce qui existe, mais qui a encore plein de contradictions. La question à se poser, c'est est-ce que c'est ça la finitude qu'on veut? C'est ça l'objectif final? C'est pas négatif en soi non plus comme pratique, mais au bout du compte, on reste dans une société foncièrement inégalitaire, foncièrement hiérarchique, patriarcale, etc. Donc ça, ouais, on a acheté, on a consommé quelque chose qui était meilleur pour notre santé, puis peut-être pour la planète, mais je veux dire, le mode de production, lui, reste le même. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où l'art est isolé, comme la politique est isolée, comme le rôle de monsieur, madame, tout le monde est isolé. On vit dans une société qui ne donne pas d'importance à nos activités humaines ensemble, mais qui accorde l'importance de travailler à gagner une vie. Il n'y a pas juste le capitalisme sauvage, il n'y a pas juste le réformisme qui existe. T'sais. Il y a d'autres idées aussi ailleurs. C'est tout le temps facile, en fait, de tout mettre en termes de deux chemins à prendre, ça ou ça. T'sais. Mais il y a plein de petites trails aussi entre les chemins, il y a plein d'alternatives. Puis le mouvement libertaire, c'est ça aussi, c'est d'en défricher des trails, c'est d'en trouver des alternatives encore. Puis c'est de tout le temps être créateur dans nos façons d'être. Because old age pensioners eat dog food. Because single moms on welfare cry. Because politicians steal our future. Because women can't walk the streets safely. Because I want to breathe fresh, clean air. Because hope, freedom, and dignity are never on special at Walmart's. Because capitalism is a scam. Militante anarchiste, ça peut vouloir dire à faire attention à sa consommation, mais aussi de militer avec d'autres mondes, d'autres personnes, donc de ne pas être seul finalement à moins consommer, à vivre en une coop, etc. Ça veut dire aussi faire de l'action collective, de descendre dans la rue, de faire des actions directes, de faire des actions avec d'autres personnes qui visent la transformation plus large de la société et pas juste les rapports individuels finalement.
Sans qu'on s'en rende compte, il existe au coin des rues, derrière les objets de notre quotidien, un symbole à la fois familier et mal connu. Un A entouré d'un cercle, d'un halo d'incompréhension. Une lettre qui cache un mot qui fait peur. Ce mot, associé tantôt au chaos, tantôt au désordre, évoque trop souvent les mêmes images dans nos têtes. Mais que se cache-t-il derrière ces images, derrière ces symboles? Que veut dire exactement le mot « anarchie » ? Qui sont les hommes et les femmes qui s'en proclament? Sont-ils réellement apolitiques et violents comme on veut nous le faire croire? Je suis Francis Dupuy-Léry, je suis, comme mon statut, je suis professeur d'université en sciences politiques à l'UQAM. J'ai été et je suis à temps partiel, disons, aussi militant pour diverses causes dans des groupes de sensibilité anarchiste. L'anarchie, c'est... il y a plusieurs façons de le définir, évidemment, mais moi, j'ai tendance à définir ça de façon... il y a un pendant positif, il y a un pendant négatif. On entend souvent parler du pendant négatif, c'est la critique radicale de toute forme de pouvoir ou de domination, ou de hiérarchie, ou d'oppression. Donc, évidemment, c'est la critique de l'État, c'est la critique des professeurs, c'est la critique des parents, c'est la critique de la religion, c'est la critique du capitalisme, c'est la critique du racisme, du patriarcat, disons. Si on regarde le mot anarchie, il y a deux parties. Il y a la partie an et la partie archos. An, c'est un privatif, sans. Archos, c'est pouvoir ou autorité. Donc, littéralement, ça veut dire sans pouvoir, sans autorité. Évidemment, le côté positif qui va avec ça, qui va avant ou après ou pendant, c'est d'espérer, de travailler, d'œuvrer à des organisations, des rapports humains qui soient tout à fait égalitaires. Puis dans cette égalité-là, les gens vont être donc libres et autonomes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas personne qui peut prendre une décision qui va influer sur quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire que personne ne peut jamais dire à l'autre quoi faire. Ça veut juste dire que la façon de penser n'est pas sur le mode hiérarchique, c'est-à-dire de sphères de décision qui sont complètement séparées les unes des autres ou de sphères d'action qui sont séparées. C'est une vision comme holistique, pour utiliser des gros mots, une vision globale des choses, donc c'est une pratique. Moi, je m'appelle Marie-Sophie Banville. Ça fait 2 ans que je travaille au Touski. Je suis serveuse et je suis maintenant membre aussi du café. Moi, je m'appelle Hélène Baudouin. Je travaille au Touski depuis un peu plus d'1 an. Puis je suis nouvellement membre. Ça me fait beaucoup plaisir. Le Touski, on est une coopérative de travail autogérée puis on fonctionne à l'horizontale. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de coops de travail qui vont avoir un CA, en fait. Donc, ils vont élire des travailleurs. Ce qu'on dit, pour être dans le CA, ce qu'on dit, nous, c'est que ça multiplie les patrons au lieu de régler le problème. Donc, dans notre charte, on a coupé la tête au CA. Il n'y a pas de CA officiellement au Touski. Tout fonctionne par comité. C'est pas juste une personne qui est en charge d'une chose, puis c'est sans communication, puis c'est des décisions unidirectionnelles, verticales, c'est toi qui décides, puis on n'a rien à dire. Vu que c'est pas ça, puis qu'il faut qu'on s'organise tout le monde ensemble, on doit communiquer beaucoup, puis ça crée un lien d'attachement entre tous les membres, dans le fond. 4 fois par année, on a des assemblées générales annuelles. Là, c'est les grandes décisions se prennent dans les assemblées, puis après ça, les comités sont mandatés pour réaliser les mandats qui se sont donnés l'AG. On a un comité cuisine, puis ça fonctionne sur une base volontaire. Donc, ceux qui ont assez de temps puis qui ont envie de s'occuper de ça, ils prennent en charge de s'occuper de faire les commandes de nourriture. On est payé pour nos heures sur le plancher, mais après, pour faire les horaires, pour réparer les bris, pour organiser des événements, ça, c'est fait de façon bénévole. Donc ça demande un certain investissement. Disons que c'est le... J'aime pas beaucoup le mot sacrifice, mais c'est le sacrifice, c'est le prix à payer pour fonctionner sans patron puis décider nous-mêmes de comment on gère notre milieu de travail. Tu voudrais les germinaisons ou les noix? Moi, je pense quelque chose comme ça. C'est quoi le menu du jour? Bruno, en fait, un peu le menu du jour la fin de semaine. Bruno? Le fonctionnement est très organique. Fait qu'il y a des moments où certaines personnes vont être extrêmement impliquées parce qu'ils ont le temps, parce qu'il y a un projet qui les stimule.
Puis après ça, ben, l'implication peut descendre un peu, mais là, quelqu'un d'autre, tombe en sabbatique, quelqu'un a moins de cours pendant sa session, quelqu'un, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça se balance très bien, puis certaines personnes vont pouvoir offrir plus de temps, vont prendre plus de place à certains moments, puis vont savoir tirer leur révérence puis revenir comme ça. C'est super bon aussi pour la confiance en soi. C'est comme si tu réalises c'est quoi le rôle que tu peux apporter dans un milieu de travail, dans une organisation. Tout le monde est égal. Bien, il y a du monde qui sont des leaders naturels, mais ça, je sens pas que c'est forcé. Je pense que c'est une personnalité, puis quand ces gens-là arrivent dans un endroit, ça peut être extrêmement positif d'avoir des leaders qui vont faire « Ah, j'ai des projets, je veux mettre des choses de l'avant. » Ça, c'est pas du tout réprimé ici. Là. Je vois pas ça comme... Il y a une différence entre être leader et être autoritaire, en fait. Là. Il n'y a pas de distinction trop lourde entre la cuisine, le service, la plonge. C'est vraiment tout le monde ensemble. Même que là, on a décidé qu'on allait essayer de faire les journées des fous, où est-ce que les serveurs vont venir travailler en cuisine, puis les cuisiniers vont aller travailler au service pour voir ça représente quoi la tâche de l'autre. Ne pas avoir de patron, décider tous ensemble sur une base libre et égalitaire, cela fait certainement rêver. Mais est-ce possible à grande échelle? Peut-on réellement penser qu'une société pourrait fonctionner sans chef, sans hiérarchie? L'histoire ne nous a-t-elle pas démontré que la nature humaine sera toujours soumise à la loi du plus fort? Je pense que si t'as à travailler avec un boss, ben tu vas comme assumer le rôle de prolétaire, si tu veux. Puis s'il n'y en a pas, ben là, t'as plus tendance à prendre ta place. C'est beaucoup plus facile de faire comme, OK, ben là, on est en charge de produire whatever, qu'est-ce que c'est. Ici, c'est un restaurant, ça pourrait être autre chose. Il faut qu'on produise de la nourriture, il faut que ça sorte sur les tables. Comment qu'on fait pour s'organiser? On s'organise ensemble, puis il n'y a pas de boss, fait que tant mieux. Ouais, c'est ça. Je pense pas que la nature humaine a à jouer là-dedans. Là. Il faut faire attention de penser que la nature humaine, c'est purement de la domination et de la lutte pour la domination. Il y a aussi, et ça c'est Pierre Kropotkin, un théoricien, un militant anarchiste de la fin du 19e siècle, qui l'a bien remarqué en allant en Sibérie, en regardant les animaux. Il voulait en fait réfléchir à partir de Darwin. Lui, ce qu'il a vu, c'est au contraire de la lutte, c'est la coopération. Selon lui, c'est l'entraide qui favorise l'évolution de l'espèce. Pour moi, la nature humaine, c'est pas plus l'égoïsme ou la compétition que l'entraide ou la coopération ou la sympathie ou l'empathie. T'sais. Il y a d'autres exemples de communautés qui ont pu vivre dans l'histoire, qui vivaient complètement autrement, qui vivaient plus dans l'entraide, qui vivaient plus dans la coopération. Puis il y a plein de petits exemples de micro-sociétés qui ont pu faire des essais de faire ça, puis qui ont pu réussir à le vivre dans une certaine limite. On oublie souvent que l'histoire qu'on connaît, c'est l'histoire qui a été recueillie et qui est jugée valable par les sociétés dans lesquelles on est. Fait qu'il y a toute une partie de l'histoire du monde dont on n'a absolument aucune idée, puis il y a des mémoires là-dedans qu'on peut retrouver, puis il y a des mémoires qui sont perdues. Por ejemplo, tú vas a Chiapas o vas a Oaxaca o a Guerrero en el país, cuando tú hablas con los indígenas y cuando los oyes hablar su lengua actualmente, para hablar de poder, para hablar de gobierno, tienen que hablar en español, porque en su lengua materna no existe la palabra gobierno, no existe la palabra poder. No existen ese tipo de palabras coercitivas y autoritarias. Ellos no conocen quién carajos es Kropotkin, quién carajos es Bakunin. La organización está ahí y pareciera que es milenaria, antiguísima, y pareciera que la autogestión está ahí sin que nadie lo hubiese tocado y que se quedó ahí instantánea con siglos de esclavismo y con siglos de miseria, pero ahí está. Mauser est originaire du pays qui a vu naître les Calpuli, les Tawani, en passant par les Ejidos et les Totziles. Tous ces systèmes anciens de répartition collective de la terre et de pratiques communautaires qui, contrairement aux grands empires aztèques et mayas, favorisaient la quasi-autogestion des collectivités. À travers l'histoire du Mexique, on retrouve de ces traces libertaires dans la Révolution de 1910, dans les luttes actuelles des zapatistes, des paysans d'Atenco et de Oaxaca. No le llaman anarquismo, no le llaman autogestión, no le llaman de esa manera, pero trabajan para eso. Tienen varios nombres, que la Junta de Buen Gobierno, antes eran los Aguascalientes, las representaciones autónomas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, directamente es un grupo que está más cercano de la autogestión
y que no solamente ha ayudado al movimiento en México, sino que ayudó al movimiento internacional. En 2004, après avoir collaboré avec d'autres anarchistes auprès de collectivités autochtones résistantes et participé à la grève de plusieurs mois de l'Universidad Autónoma de México, Mauser est arrêté et fait prisonnier, comme le sont au même moment des dizaines de militants mexicains. Los anarquistas fuimos el primer experimento en 2004 de lo que después iba a desembocarse en una gran represión y que sigue siendo una gran represión actualmente en el país y que se desembocó en la violencia. Sería como muy largo hablar de todo ese proceso de represión y de tortura, ¿no? Fuimos torturados física, psicológicamente. Antes de 2004 la cantidad de prisioneros políticos en México era grande. Después de 2004 ha comenzado a aumentar y cada vez es más grande. Porque, como te digo, fuimos un experimento. Después de ese experimento se vino Atenco y ahora hay cerca de más de 50 compañeros de la comunidad de Atenco que son en prisión, ¿no? Tenía miedo de que me fuera a pasar algo, tenía miedo que fuera a pasar algo a la gente que quiero. Aquí tengo miedo, pero no es el mismo, ¿no? O sea, no volteo a todas partes, ¿no? Puedo ir a una manifestación, pero no me voy a implicar de la misma manera que como estaba implicado en las manifestaciones allá. Y yo estoy aquí, mi físico está aquí, pero mi cabeza y mis sentimientos y mis amigos y mis camaradas siguen allá. Y sigo teniendo compañeros que siguen en prisión allá. Quand on étudie l'histoire de l'anarchisme au Québec, on se rend compte que plusieurs organisations et syndicats révolutionnaires ont été créés par des immigrants ouvriers qui arrivaient au pays avec leur bagage libertaire. Comme nous le rappelle Mathieu, auteur d'un essai qui retrace la présence des idées anarchistes au Québec depuis le 19e siècle, l'apport des immigrants juifs, français ou espagnols, a été déterminant dans la construction et la diffusion d'initiatives libertaires. La première librairie anarchiste qui apparaît à Montréal, elle apparaît au début du 20e siècle, autour de 1905, au centre-ville de Montréal, dans ce qui est à ce moment-là l'un des bastions du prolétariat juif. Et c'est un anarchiste qui s'appelle Hirsch Herschmann qui va l'ouvrir. Et Herschmann va être l'un des pionniers, je dirais, du courant anarchiste juif, va lui donner aussi une assise, et sa librairie va devenir un lieu de rendez-vous quotidien pour des gens qui veulent débattre, et qui s'intéressent justement aux idées libertaires et anarchistes. Dès la fin du 19e siècle, dès 1888 par exemple, on dénonce des gens, les quelques personnes qui évoquent une filiation là, avec, je sais pas, des penseurs comme Proudhon, on les dénonce sur la place publique, puis on essaie de créer autour d'eux justement à travers la référence à la Commune de Paris, à travers ce qui s'est passé à Haymarket Square à Chicago, donc tous les événements qui ont entouré le 1er mai finalement. On tente finalement de les stigmatiser, on tente de créer autour d'eux un épouvantail, la peur de leurs idées ou de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent. Les travaux de Mathieu ont démontré qu'on retrouvait des idées libertaires au sein de certains syndicats révolutionnaires du début du 20e siècle, dans l'organisation des sans-emploi durant la crise des années 30 ou dans les écrits des automatistes qui les ont menés à créer le fameux refus global. Les automatistes, en tant que tels, ne se réduisent pas évidemment à la pensée anarchiste. Au niveau des sources de leurs influences, je pense que c'est très, très large, c'est un spectre très, très large d'idées. Mais à travers ça, il y a quand même la perspective libertaire qui revient. Elle revient de différentes façons. D'abord, dans la publication, avant le refus global, d'un autre texte qui s'appelle « La transformation continuelle », qui est écrit par Paul-Émile Bordua, puis qui est souvent vu comme étant le premier jet qui a conduit à l'écriture ensuite du refus global. Dans ce texte-là, Bordua expose très clairement, à mon sens en tout cas, les contours d'une société anarchiste et explique que pour lui, c'est l'horizon auquel on doit se tourner au niveau de l'avenir de l'humanité. Quand on fait référence aux signataires du refus global, il est rare que l'on mentionne en effet que Riopelle a signé des articles pour le journal français Le Libertaire
ou que plusieurs écrits de Claude Gauvreau étaient en lien avec la pensée anarchiste. Comme c'est le cas avec la tradition du 1er mai, on a tendance à mettre de côté le rôle qu'ont joué les idées libertaires. Il faut savoir que le 1er mai à Montréal, donc la journée internationale des travailleurs et des travailleuses, est là pour souligner un événement très important, qui est le massacre de Haymarket Square. C'est des événements qui se sont déroulés à Chicago, qui ont entraîné la mort de plusieurs anarchistes. En 1906, on voit qu'il y a des anarchistes et des socialistes. Il y a un mouvement quand même organisé, principalement dans les milieux immigrants, et qui souhaitent souligner cette journée-là. Ça va être la commotion dans les journaux du lendemain, parce que non seulement les gens ont défilé avec leur drapeau au vent, mais en plus, ils ont insulté l'Église et ils ont osé prononcer le terme anarchie à travers tout ça, là. Et dès l'année suivante, la répression va s'abattre très, très durement sur les manifestants et les manifestantes. La police va charger et ça va être comme ça un chassé-croisé entre policiers et manifestants pendant les 30 ans qui vont suivre. Il faut reconnaître que les anarchistes ont été à l'origine de ce 1er mai-là. Malheureusement, c'est trop souvent passé sous silence. Depuis quelques années, les anticapitalistes qui souhaitent que le 1er mai redevienne ce qu'il était à ses origines organisent une manifestation parallèle à la parade officielle des grands syndicats. Ainsi, les tensions entre une gauche modérée et ceux qui défendent ce que l'on nomme la diversité des tactiques, c'est-à-dire l'acceptation de plusieurs formes de lutte, sont évitées. Les groupes réformistes peuvent avoir avantage à dire, ben non, nous, au contraire, on est très raisonnable, on n'est pas radicaux. Regardez, les radicaux, ce sont les anarchistes, ce sont les petits jeunes avec des cagoules et des capuches qui se promènent dans la rue en criant des slogans simplistes. Nous, au contraire, on est des gens responsables et respectables. Donc là, ils sacrifient finalement une alliance possible avec l'aile plus radicale du mouvement contestataire pour se construire un capital de sympathie, pour se construire une respectabilité. Juste parce qu'on portait un drapeau noir puis qu'on allait vers l'avant de la manif, des fois le 1er mai, moi je me suis fait pousser par le service d'ordre de la FTQ, tu sais. Puis après ça, je suis retourné les voir pour les critiquer, puis ils m'ont frappé, là. Quand on se bat pour une réforme en tant que fin en soi, puis qu'à un moment donné, les gens radicaux, ça devient des ennemis potentiels de cette lutte-là, parce qu'ils veulent aller plus loin, ben là, on glisse soudain d'un processus de transformation sociale à un processus de conservation sociale. La tension entre réformistes et groupes radicaux est particulièrement exacerbée dans le milieu étudiant, où il est arrivé maintes fois que les fédérations étudiantes comme la FEC et la FEUC écartent les interlocuteurs plus radicaux comme l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Sans être explicitement anarchiste, l'AC compte plusieurs libertaires qui, comme Étienne, militent en faveur de la gratuité scolaire, d'une plus grande autogestion des institutions académiques et pour le respect de la diversité des tactiques. On voit qu'on est loin d'une société démocratique où on va impliquer les gens dans ce qui les touche, là, tu sais. Moi, je trouve que l'éducation est vraiment déresponsabilisante, au contraire, est vraiment atomisante. La compétition est mise de l'avant plus que n'importe quoi d'autre. L'accessibilité pour tous et pour toutes à l'éducation, ça, c'est un rêve, c'est une lutte que les anarchistes mènent depuis le 19e siècle. Ils ont été dans les premiers, d'ailleurs, à revendiquer une école ouverte à tout le monde, indépendamment de leur classe sociale et de leur sexe. Et donc, ils le font encore aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, on a un État qui finance l'éducation, donc c'est à l'État qu'ils vont s'adresser.
en espérant qu'un jour, l'école pourrait être tout à fait réorganisée et tout à fait autonome par rapport à des autorités politiques. Pendant la grève de 2005, on a fait... j'ai participé à tous les conseils de grève qu'il y avait au Cégep du Vieux-Montréal. On a fait une grosse barricade, on l'a défendu. La ville est venue 2 fois la défaire, on l'a refaite. Sinon, on a bloqué deux journées le pont du casino. On a été bloqué une des entrées principales du port de Montréal. Donc, ils ont dû détourner le trafic. Il y a eu la défense de l'UQAM aussi, qu'on a essayé de faire quand les gens étaient encerclés puis ils étaient en train d'occuper des buildings. On a essayé d'aller les aider. On leur a manifesté notre appui. Le fait que l'AC a été tassé de la table des négociations pendant la grève, ça m'a pas surpris. Dès le départ, on les a accusés de violence. Les 2 autres mouvements, comme d'habitude, se sont positionnés contre toute violence. Pour nous, d'attaquer, de défendre, d'occuper des lieux, c'est pas de la violence. Mais pour moi, la violence, c'est l'État qui l'a fait, puis les compagnies, non seulement par la violence qu'on peut vraiment voir clairement par la police anti-émeute qui vient nous taper dessus, mais une violence économique, une violence psychologique qui nous atomise, qui nous met chacun dans une tour d'ivoire, tu sais, puis qui nous empêche de se mettre en commun puis de pouvoir discuter pour c'est quoi qu'on veut comme avenir. T'sais. C'est eux qui vont nous dire c'est quoi qu'ils veulent comme avenir, puis on a le choix en 3-4 visions relativement pareilles, avec des petits symboles différents. Lo que hacen los grupos anarquistas que hacen acciones violentas no son acciones violentas, sino son acciones de autodefensa. Para mí es la autodefensa y la violencia es otra cosa, ¿no? Yo me defiendo porque la situación de vida que tenemos actualmente es una situación de violencia. La violencia no la provocamos nosotros, la vivimos nosotros y respondemos a eso, ¿no? La vraie violence, c'est aussi se faire dire que tu es un mésadapté social parce que tu refuses de te lever tous les matins pour aller te faire exploiter par un patron. C'est travailler à quoi? 8,50 $ salaire minimum au Québec? Comment tu fais pour vivre au Québec avec 8,50 $? Comment tu fais pour payer un loyer? Ça, c'est de la violence. On est dans une période où les inégalités s'accroissent, où le pouvoir se met vraiment en spectacle dans des centres-villes en s'entourant de clôtures avec de la police anti-émeute. Entre vous et moi, c'est pas si étonnant que dans un mouvement social, il y ait quelques groupes qui décident qu'en fait, attendre qu'on soit invité à la table des négociations, ça sert à rien, qu'il faut en fait provoquer les choses, qu'il faut avoir un peu de turbulence pour attirer l'attention. À peu près tous les mouvements sociaux de l'histoire de l'humanité ont fonctionné comme ça. Si on peut regarder Seattle, si on peut regarder Québec, les choses qui sont passées là-bas, où tu avais vraiment un Black Bloc organisé, des gens cagoulés, oui, des gens, on pouvait même dire armés, préparés pour la confrontation, qui ont protégé des manifestants pacifistes d'ailleurs. Et comment c'était fonctionné? Ça fonctionnait, le groupe qui voulait être en avant, protéger ceux un peu plus loin qui étaient prêts à donner un appui physique sans nécessairement confronter la police, et ceux en arrière qui voulaient manifester pacifiquement. Et ça, c'est un bel exemple. De coordination de plusieurs sortes de mouvements. Je pense que la diversité des tactiques, c'est le plus important. Qu'on fasse des manifs pacifiques, j'ai aucun problème avec ça. Qu'on fasse des pistes, qu'on se laisse arrêter par des policiers, j'ai aucun problème. Mais à un certain niveau, on a un rapport de force à gagner. Hein. Moi, à quelque part, on a le rapport de nombre. Mais il ne faudrait pas perdre le rapport de force parce que notre rapport de nombre ne vaudrait plus rien. Voir l'espoir d'anti-émeute nous charger parce qu'elle veut qu'on s'en aille. Si on ne se défend pas, il y a du monde au pouvoir qui sont bien contents et qui sont confortés. C'est juste que les gens, naturellement, ont peur de ce qu'ils connaissent pas et puis ils terrorisent les valeurs du système. Donc c'est sûr que quelqu'un cagouleux, pour eux, ça leur fait peur. Depuis qu'on est tout petit, qu'on apprend que quelqu'un qui est cagoulé, c'est un voleur. T'sais. C'est un voleur, c'est un méchant. Alors que quelqu'un en uniforme, c'est tout le temps gentil. Les affaires comme Québec, comme Seattle, tout ça, ce que ça a peut-être emmené, en fait, c'est de montrer qu'il y en avait des anarchistes, puis c'est d'en avoir plein, nombreux, par centaines habillés en noir. Et là, ça a hyper excité l'imaginaire des gens, la menace qui apparaît au grand jour, tu sais. Pourtant, ces gens-là, ils sont pas venus au monde un mois avant, ils étaient déjà là avant. Puis ça a emmené plein de gens aussi curieux qui ont voulu aller faire les expériences, venir militer, tout ça. Fait
Fait que pour ça a été positif, tu sais. Tu sais, souvent, la grosse critique, c'est « Ouais, mais là, vous saccagez notre idée, on va juste parler de la violence. » Ouais, mais s'il n'y a pas de violence, on n'en parle pas du tout souvent. Mais c'est clair qu'il y a du monde, des anarchistes qui croient en l'importance de l'utilisation d'une forme de violence pour avancer la cause. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est pas stratégique d'utiliser la violence à ce moment-ci dans la conjoncture. Il y en a d'autres qui vont dire pour des raisons éthiques que faut être non-violent, peu importe la situation, parce que si on est violent aujourd'hui, on va créer une société violente plus tard, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, il y a différentes positions sur la question de l'utilisation de la violence. S'il existe plusieurs positions sur l'utilisation de la violence au sein du mouvement anarchiste, on peut se demander pourquoi les médias de masse ne parlent que des anarchistes qui confrontent les policiers quand il y a énormément d'initiatives libertaires qui choisissent de contribuer d'une autre manière à la contestation sociale. OK, beaucoup de monde pense l'anarchiste Black Bloc. OK, well, ça c'est un groupe d'anarchistes, une perspective. À Québec, quand le monde a attaqué la clôture, les artistes étaient là. Les artistes étaient partout. J'ai jamais imaginé autant des artistes réunis pour lutter contre quelque chose dans la rue à la même temps, qui a fait des spectacles, qui a fait de la peinture, qui a fait de la poésie, qui a fait de la musique, qui a fait de la danse. Chaque place que j'ai regardé, il y avait un groupe des artistes qui étaient en train de faire quelque chose. Anarchiste depuis l'âge de 14 ans, Normand est l'auteur de plusieurs recueils de poésie, de romans et d'articles à saveur libertaire. Son travail, à l'ombre des images véhiculées par les médias, consiste à donner des ateliers dans les écoles, à appuyer des causes comme celle du logement social et surtout à enrichir la mouvance libertaire d'une diversité colorée et poétique. Je sais chaque fois quand je fais quelque chose dans les groupes anarchistes de pousser, de militer pour l'art, pour le rôle de l'art, pas comme un appui pour les bras, mais quelque chose qui joue un rôle plus intégral. Il faut que chaque affiche, c'est une œuvre d'art. Il faut que chaque tract ait une œuvre de poésie. Il faut que chaque manif ait un vrai spectacle. Il faut que chaque action en fait ait un acte d'art, une action d'art, une œuvre d'art. Parce que sans ça, on va avoir quelque chose qui est gris, brun, laid et qui va répliquer des problèmes qu'on essaie de confronter. Ça veut dire le manque d'imaginaire. Moi, je donne plus d'espace au imaginaire parce que nous, comme anarchistes, ça c'est quelque chose qui est pas mal important. Ça devrait être important pour nous. Et c'est clair, historiquement, le rôle des artistes joué dans le mouvement libertaire. Souvent, on va trouver des peintres, des comédiennes, des poètes qui ont contribué au mouvement et qui ont enrichi le mouvement aussi. Moi, je pense le jour qu'on ne fait plus de guerre, qu'on ne pense plus dans la façon d'utiliser les guerres pour arrêter des choses, on va voir un autre monde, plus juste, plus pacifique et moins violent, c'est clair. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est violent du tout. C'est pas mon approche des idées. Je comprends pourquoi le monde sont violents. Je comprends pourquoi il y a le monde qui cherche des luttes, qui cherche des moyens plus violents pour faire les choses. Mais dans ma tête, c'est la violence de la tête qui est la grosse violence. C'est ça le gros crime. Les médias de masse contribuent à créer une image de l'anarchiste violent. Je trouve qu'il faut faire attention. C'est que, il faut comme comprendre que les médias de masse visent la sensation, le sensationnel, et que c'est ça qu'ils vont présenter. Et si on prend le temps de regarder dans les médias alternatifs ou les médias que nous-mêmes on construit, on voit complètement une autre image des anarchistes. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Victimes d'une mauvaise presse, les anarchistes ont depuis longtemps multiplié les publications alternatives qui offrent un autre regard sur leurs pratiques. Depuis plus de 10 ans,
le Salon du livre anarchiste rassemble des militants ou des sympathisants anarchistes venus de partout. Tous s'auto-organisent sur un mode égalitaire pour vendre, acheter ou échanger des publications alternatives, faire des campagnes de mobilisation ou participer aux ateliers sur les idées libertaires. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est un tour d'horizon. On a environ un peu plus d'1 heure pour parler justement de cette histoire des idées anarchistes et des pratiques anarchistes au Québec sur près d'1 siècle. Mais je pense que c'est important de connaître justement la mémoire des luttes. Par curiosité, je crois que c'est intéressant juste de savoir, de connaître, mais aussi de voir qu'il y a des éléments qui peuvent non seulement nous inspirer, mais il y a des constantes dans l'histoire, des choses qui se répètent. Et j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion d'en discuter tous et toutes ensemble après la présentation. Et mon nom, c'est Jaggy et je suis membre du collectif du Salon Livre anarchiste. À l'origine du Salon Livre anarchiste, le Festival d'anarchiste, c'est toujours un impasse, focus sur les personnes qui sont curieuses sur ces idées. Alors, bien sûr, la base du Salon Livre anarchiste, c'est les libertaires, les personnes avec des groupes politiques, etc., mais aussi avec une grande ouverture de débattre ces idées, de parler de ces idées. Alors, c'est un point d'entrée pour plusieurs personnes. Alors, c'est une combinaison des deux et pour moi, ça, c'est la force du Salon Livre anarchiste. There are a lot of people here from out of town, right? Yeah, absolutely. This is, we say anyway, that this is North America's largest anarchist gathering. We have people coming from across North America, from France, from Latin America, from the UK. My name is Nai, and I'm here today at the Anarchist Book Fair in Montreal, visiting from New York City. And I'm here because I want to connect with other horizontalists or anti-authoritarian people in North America. Sí, soy indígena zapoteco del estado de Oaxaca, de México. ¿Y cómo escuchó hablar acá del Salón Anarquista? Bueno, a través de unas redes de contactos y comunicación con amigos de aquí de Quebec y otros de Estados Unidos pude enterarme de que existe este espacio anual y se me hizo muy importante. Es muy importante difundir las ideas libertarias, entonces decidí venir. Es la primera vez que estoy aquí. Aujourd'hui, je viens de faire mon magasinage. J'ai la grande foire de consommation anarchiste où est-ce que ça fait 1 mois là, que je me budgète pour pouvoir m'acheter des livres et pouvoir lire au cours des prochains mois. Puis, donc, ben, c'est ça, c'est à chaque année, je viens remplir ma bibliothèque un peu. Voilà. Puis, oui, je me considère comme anarchiste, mais ça ne sert à rien. C'est pas en tant qu'identité, c'est en tant que qu'est-ce que je fais. Souvent, on va être considéré par les autres comme étant anti-autoritaire. Fait que, oui, je dirais que je suis anarchiste. Moi, je m'appelle Sophie, puis oui, j'assume le terme anarchiste. Par contre, c'est pas tout le monde qui est dans le groupe dans lequel on est qui s'assume comme étant anarchiste, mais moi, je m'assume comme étant ça. Dans la revue qu'on publie, qui est l'Injecteur, qui est une revue, dans le fond, qui est distribuée gratuitement partout à travers le Québec, ben, on offre de l'information sur les drogues. Fait qu'à partir de là, ben, c'est ni une espèce de campagne de peur, ni une espèce de juste dire consomme de la drogue, c'est cool. C'est juste de dire, ben, le choix que tu le fais, ben, tu le fais en connaissant c'est quoi que tu fais, dans le fond. Centre de médias indépendants de Montréal. On fait plus ou moins partie d'un réseau de façon, une affiliation lousse, si on veut, avec le réseau Indie Media, qui est un réseau international de centres de médias indépendants, donc des médias activistes, si on veut, des journalistes indépendants qui se regroupent pour fournir une couverture médiatique indépendante, autonome, qui est désaffiliée des intérêts commerciaux. La mouvance Indie Media, pour commencer l'histoire du début, c'est beaucoup en 99 en fait que ça se dessine. C'est des militantes qui font du média, de la radio, du vidéo, whatever, du journalisme écrit, puis qui sont vraiment pas contents de la façon dont les grosses corporations représentent leur lutte et les choses du monde. Fait qu'il se commence un réseautage international pour dire ben non, on va faire du média d'une autre façon. Cette information directe, faite à partir de témoignages de gens solidaires les uns avec les autres, est tout à fait représentative de ce que Blandine et plusieurs autres font au sein du PASC, le projet Accompagnement Solidarité Colombie.
Bien qu'il travaille principalement à créer un réseau de solidarité directe avec des communautés colombiennes, le PASC produit aussi des reportages radio et des articles qui jettent un autre regard sur ce qui se passe dans ce pays. Fait que c'est le lancement de la revue du PASC, Le Caillou dans le soulier, La Piedra en el Zapato. Ça fait quelques années qu'on sort ça 1 à 2 fois par année. L'idée, c'est de donner une information alternative puis de documenter, dans le fond, ce qu'on avance puis ce qu'on revendique. En tant que militants, militantes, on est des activistes qui utilisent beaucoup les médias alternatifs ou qui en créent aussi. Et donc, on a notamment sur notre site quelque chose qui s'appelle Radio PASC, puisque notamment, on diffuse des entrevues faites avec des prisonniers politiques en Colombie. Ici, on fait de la traduction, on fait ce type de matériaux-là. Puis des gens avec qui on travaille en Colombie publicient sur différents sites web beaucoup de matériel, de documentation alternative quotidiennement. Alors, c'est ça. Moi, je vais mettre un peu en contexte, pour ceux qui connaissent moins le conflit en Colombie. Concrètement, on peut dire qu'il y a 2 groupes d'acteurs en Colombie qui s'affrontent. Donc, d'un côté, l'État, qui a son armée régulière, comme tout État, mais qui a aussi développé une stratégie paramilitaire pour faire le travail sale qu'elle ne pouvait pas faire directement par l'armée. Et de l'autre côté, les groupes d'insurrection armés, les guérillas que sont l'ELN et la FARC. Donc, comme panorama, ce que ça a donné dans les 25 dernières années au niveau des droits humains, c'est évidemment une situation désastreuse. On parle de 5 millions de déplacés internes en Colombie. C'est le 2e pays au monde où on retrouve le plus de déplacés internes après le Soudan. En tant que Canadienne, en tant que Canadiens qui font de la solidarité internationale, on croit que notre premier mandat, c'est vraiment de voir qu'est-ce que nous, en tant que Canadiens, on fait dans ce conflit-là. Est-ce que notre État est en train d'alimenter le conflit? Est-ce que nos entreprises sont en train d'alimenter ou du moins de profiter de ce conflit-là et donc nous, indirectement? Fait que c'est un peu là-dessus qu'on travaille en ce moment, de cibler les profiteurs canadiens de la guerre et de voir que notre propre gouvernement a une responsabilité au sein du conflit, au sein du terrorisme d'État. Un des principes fondamentaux du PASC, c'est aussi de dénoncer le fait que derrière les violations de droits humains, il y a des intérêts économiques, il y a un système, c'est prévu, orchestré et organisé par nos États et nos dirigeants, etc. C'est organisé, souvent il y a une vision « Ah, c'est mal, les peuples », une espèce de vision paternaliste, là, que les gens ils font la guerre. Non, la guerre, elle est orchestrée, organisée depuis des très hautes sphères politiques dans le monde, tu sais, puis ça, c'est important de démystifier ça. Nous, on est des communautés en résistance, nous-mêmes. Ici, on se définit comme personnes en résistance contre un système qu'on n'accepte pas puis qu'on trouve injuste. Puis on veut se solidariser avec des personnes qui sont en résistance contre ce même système. Dans nos backgrounds, nos façons de vivre, entre nous et les communautés en Colombie, il y a tout un monde, mais, et il y en aura toujours un, mais on considère qu'il y a des éléments conjoncturels, mais aussi structurels, qui font que on a une volonté commune de travailler ensemble dans ce processus de résistance-là. C'est une vision comme que non, les frontières sont pas des choses justifiées, puis que les frontières, ça devrait pas exister. Qui dit abolition des frontières, dit aussi antiracisme et antifascisme. À Montréal, plusieurs groupes comme le Red Anarchist Skinhead, le RASH, No One is Illegal ou Antifa travaillent à combattre concrètement le racisme et le fascisme, 2 ennemis historiques du mouvement anarchiste. Des années que les néo-nazis utilisent Hochelaga Maisonneuve comme terrain de jeu. Ça fait des années qu'ils s'imposent dans le quartier, ils attaquent les militants, ils attaquent les punks, les marginaux, ils attaquent les sans-abri, ils attaquent les homosexuels, ils font des attaques contre les immigrants. Je veux dire, ça n'a pas de sens, ça. Fait que nous, dans le fond, dans Hochelaga Maisonneuve, c'est notre terrain de jeu. C'est ce qu'on défend. On est vraiment un groupe de quartier, d'abord et avant tout aussi. Une des raisons pourquoi on se masque. C'est pas comme... Il y a d'autres groupes, comme on l'a dit tantôt, dans le fond, il y a le RASH,
que eux, ces gens-là, se promènent patchés, on voit leur visage à tous les jours. Dans la rue, s'ils croisent un fasciste, les fascistes vont savoir tout de suite c'est qui. Et nous, l'avantage, une des grosses choses qui nous a vraiment avantagés dans le quartier dès le début, c'est que nous, on les croisait à tous les jours, les fascistes. On a pu les suivre, on a pu avoir de l'information sur eux, tout sans qu'ils sachent qui qu'on était. Puis à cause qu'on n'avait pas de l'air d'une bande de skinheads ou d'un groupe marginalisé, on est des gens du quartier. La raison pourquoi on se masse maintenant, c'est qu'on continue ce travail-là tous les jours. On les croise à tous les jours. On continue à ramasser de l'information tous les jours. C'est une des raisons pourquoi, à date, on a réussi à avoir autant de gains dans le quartier. C'est vrai que les mouvements fascistes sont beaucoup moins forts que ce qu'on aurait pu voir au courant des années 80, les courants vraiment littéralement fascistes, là, avec des gens avec des croix gammées qui font directement référence au régime fasciste. Des années 20, des années 30, dictature c'est moins présent, mais on fait face au même fond idéologique avec les débats sur les accommodements raisonnables. Au Québec, je pense que le débat sur les accommodements raisonnables, c'est vraiment le débat qui a mis en évidence cette forme de racisme latent-là qu'on a au Québec. C'est aussi qu'on va aller au-delà du travail que fait, mettons, par exemple, légalement SOS Racisme ou des groupes comme ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est justement pas attaquer on veut attaquer le fascisme institutionnalisé, oui, le racisme institutionnalisé, mais on a des problèmes de racisme dans notre quartier, puis on est un groupe, dans le fond, que le mandat est d'intervenir sur le terrain. C'est pour ça que nos actions sont illégales, c'est parce que on n'attend pas les autorisations, on n'attend pas les permis. Quand il y a des fascistes, on débarque, bing, bang, bang. C'est pour ça que c'est illégal. C'est sûr qu'on est internationaliste. On appuie les luttes de tous les militants antifascistes dans le monde. Mais d'abord et avant tout, on est un groupe de quartier et la révolution, on veut la faire dans notre quartier. La révolution, on veut la faire chez nous, d'abord et avant tout. Dire Hochelaga Maisonneuve, c'est un beau quartier. On a des trucs vraiment nice dans le quartier. On a le marché Maisonneuve, on a juste à côté le Stade Olympique. Je veux dire, c'est un beau quartier. En ce moment, il y a des bourgeois qui essaient de s'installer. Ça fait augmenter le coût de la vie dans le quartier. Ça fait augmenter le prix des loyers. Ça sac des familles dehors. Ça les oblige à aller encore plus loin de leur milieu de travail. On met des commerces, on met des condos. Ça fait augmenter la valeur foncière, la valeur immobilière de tout. Ça fait que les gens ne peuvent plus se permettre de se loger ici. Ils sont obligés de se déplacer dans d'autres quartiers où ils vont pouvoir se payer les logements. Dans le fond, par le processus de gentrification, ce qu'on essaie de faire, c'est d'expulser les populations pauvres de là où on veut placer les riches, de ce qu'on veut qu'ils soient vus à Montréal. T'sais. Autre quartier, même esprit de combat. Nous sommes à Pointe-Saint-Charles, dans un des quartiers historiques de la lutte ouvrière à Montréal. Ici, des militants anarchistes regroupés autour de la Pointe libertaire travaillent à s'organiser localement. À la Pointe libertaire, la manière que nous, on met en pratique le municipalisme libertaire, c'est qu'on travaille vers l'autogestion de notre quartier. Donc, l'autogestion de l'économique, du social et du politique. Mais pour en arriver là, on agit vraiment sur des enjeux locaux. Donc, quand il y a des enjeux d'aménagement urbain, des enjeux de gentrification, des enjeux de logement, de condos qui arrivent, etc., on intervient sur les questions. Est-ce que vous êtes pour ou contre le déménagement? On veut pas de casino, nous autres, parce qu'on perd notre quartier. C'est des gens qui sont plus huppés qui vont venir nous envahir. Déjà, là, on est envahis. On perd notre petit monde. On est une communauté ici, que tout le monde s'entraide. Puis là, on est en train de perdre ça. Le casino, c'est pas un coup de chance, ça développe la dépendance. Pendant la lutte contre le déménagement du casino, les groupes du quartier, et nous inclus, qui sont des gens qui habitent le quartier, on a été impliqués dans ce qu'on appelle l'opération populaire d'aménagement. Donc, c'était tout un processus qui avait été organisé pour construire une vision alternative pour le développement de notre quartier, qui était différente que celle des promoteurs privés qui nous arrivent, qui vraiment cherchent à installer des condos puis des Walmart puis tout ça à Pointe-Saint-Charles. Donc, depuis des années, il y a un processus parallèle qui se passe avec les gens du quartier pour développer une vision alternative du développement. Today, May 29, 2009, is a historic day.
As of today, 500 people and 74 social, community, and political organizations have signed a public declaration in support of the Autonomous Social Center. We are resisting monopoly capitalism and taking back control over our living spaces. We intend to resist and occupy an abandoned building in the neighborhood to open an autonomous social center. Le Centre social autogéré de Pointe-Saint-Charles, en fait, c'est un projet qui a émergé de la Pointe libertaire et, en fait, du déménagement de la lutte contre le déménagement du casino. Essentiellement, la manière que le Centre social autogéré fonctionne, c'est qu'il y a un comité d'installation qui est un groupe de personnes qui travaillent à la planification de l'occupation. Donc, ils travaillent à choisir le bâtiment, à faire le repérage, à planifier comme tel la mobilisation autour pour préparer l'installation. Après ça, il y a ce qu'on appelle des projets autonomes. Donc ça, c'est des projets qui vont vivre à l'intérieur du centre social une fois qu'on va avoir un bâtiment. Tous ces projets-là, ils ont déjà une vie. Donc, ils existent déjà, puis ils ont déjà commencé leurs activités, mais de manière itinérante. Donc, l'idée, c'est d'habituer les gens du quartier du sud-ouest de Montréal à ces activités-là pour que le jour qu'on s'installe dans nos bâtiments, dans nos locaux permanents, comme on dit, que les gens ne se posent pas la question « est-ce que, oui ou non, j'appuie ces gens-là? » Ça va être une occupation illégale, mais là, les gens vont nous connaître déjà, donc ils ne vont pas avoir à se poser la question « c'est qui ce monde-là? » Donc, c'est vraiment une stratégie de mobilisation et d'aller chercher l'appui de la population. L'édifice qu'on a ouvert aujourd'hui est l'un des derniers endroits disponibles sur le canal de la Chine. Depuis 15 ans, les organisations communautaires du Sud-Ouest tentent de conserver le caractère populaire et manufacturier du canal. La Ville de Montréal en a voulu autrement et a favorisé la construction de projets immobiliers luxueux autour du plan d'eau, dont les condominiums de la REFPAP sont l'emblème parfait. Un milieu sécurisé, tournant le dos au quartier, construit pour la classe supérieure. Bienvenue, on fait une conférence de presse parce que le CSA existe maintenant officiellement, le centre social autogéré est derrière nous et devant nous, puisque tous ces gens ont participé à l'ouverture. On a décidé de porter des masques parce que cette famille est tellement grande et diverse et multiforme et énergique qu'un visage ou 4 visages ne pourraient pas la représenter. Premièrement, le CSA, en ce moment, c'est un espace occupé. On occupe ce bâtiment-là. C'est un endroit où on appelle qu'il y ait des activités sociales, culturelles et politiques qui puissent se tenir de façon autogérée et solidaire. Donc, c'est un lieu, en fait, qui se base sur le partage, sur la solidarité, sur la récupération créative, plutôt que sur le profit et la compétition. Et ça, c'est vraiment l'essence anticapitaliste du projet. C'est pour ça qu'on s'installe, c'est pour ça qu'on est là. Dans la nuit du 29 au 30 mai 2009, alors que la police assure qu'elle avisera avant de faire une quelconque manœuvre, l'occupation s'organise. Malheureusement pour les centaines de militants venus appuyer le squat, la police et les pompiers interviennent violemment dans la matinée du 30 mai. C'est comme ça qu'on fait des condos. Avec la force puis de la coercition. En poussant la communauté. Ça, c'est l'histoire du capitalisme depuis le 17e siècle. On exproprie les gens par la force, puis on place des grands propriétaires, puis les gens, ben, ils auront à se débrouiller, puis à vivre dans la misère, puis soit à travailler dans des usines, puis à se faire chier. Des condos comme ça, là? Ouais, des condos comme ça, sur des anciennes usines.
Vendredi dernier, le centre social autogéré s'installa dans ses locaux permanents dans l'ancienne usine de chandelles sur Saint-Patrick. J'ai pu vivre 20 heures de mon rêve, de notre rêve. On avait réussi à nettoyer les lieux, à aménager une cuisine, à mettre l'eau et l'électricité. La place était saine et sauve. On avait toutes les informations sur ce qu'il fallait faire pour que les pompiers soient contents. Mais samedi après-midi, j'étais en train d'allaiter mon bébé dans la cour du centre social quand les policiers ont chargé la clôture. Sans avertissement, et je répète, sans avertissement, et se sont rués sur le bâtiment et ont vaporisé l'intérieur avec du poivre de Cayenne. Je pense que c'est erroné de penser que l'État n'est pas partie prenante du système néolibéral mondial qui s'est mis en place. Pour moi, l'État fait partie du problème. Et c'est pas l'État qui va protéger le bien commun à la longue, selon moi. Le bien commun peut être protégé, il sera mieux protégé par des gens qui s'auto-organisent localement. Je pense que tu es mieux placé, en fait, pour défendre des politiques intéressantes, économiques, sociales ou autres, que des politiciens qui, supposément, te représentent très loin de toi, finalement. C'est clair pour moi, je ne voterai jamais. Ça ne change rien. Et je ne veux pas appuyer un processus qui ne change rien et de quoi que ça va changer quelque chose. Je ne veux pas donner l'impression que moi aussi, je crois dans ce système, que c'est établi et que ça fonctionne et qu'il faut participer parce qu'autrement rien va changer. Non, moi, je n'accepte pas ça. Je ne crois pas ça. Je crois autrement qu'il faut faire des autres choses à part de le jeu électoral pour changer les choses. Moi, c'est même pas les bozos caves qui se présentent comme députés qui me font autant chier que ça. C'est l'idée même des élections qui me fait chier. Fait que j'irai jamais me déplacer pour ça, tu sais. Jamais, 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 jamais. Je veux rien savoir. Puis ce serait leur donner de l'importance que de le faire. Il faut les oublier. Moi, personnellement, j'y vais quand même, puis j'annule mon vote, j'écris des insanités sur le bulletin, tu sais. Ça me fait plaisir comme ça, tu sais. Puis là, j'ai l'impression que j'aimerais ça, tu sais, que s'il y a plein de monde qui, vont annuler leur vote, mais se déplacent quand même, ça fait que, gars, je prends pas la politique au sérieux, juste que je prends pas ce cirque-là au sérieux. L'élection, c'est très important. Il y a un appel moral. On nous dit aller voter, c'est un droit, donc c'est une responsabilité, donc c'est un devoir. Ça, c'est André Pratt dans la presse, mais il y en a plein qui disent ça. C'est un devoir. Il faut aller voter. On nous dit qu'il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de vote. Oui. Il y a des gens qui sont morts aussi pour empêcher les gens de voter. Mais à ce compte-là, toutes les causes ont leur mort. Mais on nous dit ça, c'est très fort, ça, cette imprécation morale. Et je pense que c'est fort, entre autres, parce que l'élection, le fait d'aller voter, de mettre son X sur un bout de papier qu'on met dans une urne, c'est le fondement même, c'est le cœur de l'illusion démocratique. C'est le cœur du mensonge de notre système qui nous fait dire que c'est le peuple qui gouverne. Être politisé, c'est de dire que c'est peut-être à moi aussi, puis à avoir prise dans le monde dans lequel je suis. C'est à moi à m'organiser avec les gens qui sont autour de moi pour créer le monde dans lequel j'ai envie d'habiter. C'est à moi à créer ce monde-là auquel j'aspire, puis à le construire de mes mains, tu sais. Puis avec ma tête, puis avec les gens avec qui je suis autour. Ça, c'est de la politique, ça, c'est de la politisation, tu sais. Puis plus que les politiques, si ça nous désillusionne, plus qu'on se dit que dans le fond, on n'a peut-être pas besoin de ces estis-là. Puis moins qu'on aura à voter, moins elles auront de légitimité. J'irai à des assemblées, moi, 2 fois par semaine, une fois par mois, peu importe, pour qu'on s'organise entre nous. Je serais prêt à participer, donner mon temps, mais c'est pas parce que je suis paresseux que je vais rester chez nous puis que je suis apathique. Sauf que je trouve que ce cirque-là, puis surtout les partis, puis leur organisation, puis le fait qu'ils doivent me représenter pendant 4 ans, prendre les décisions qu'ils veulent, en fin de compte, parce que là, ils ont tous les pouvoirs pendant 4 ans. On peut pas les remettre en question, il n'y a pas de mécanisme qu'on peut les sortir de là. Si beaucoup d'anarchistes refusent d'aller voter et préfèrent poser des gestes politiques au quotidien, cela ne veut pas dire qu'ils adhèrent complètement à ce que la Nouvelle Gauche nomme la consomme-action, c'est-à-dire le mode d'action politique qui s'inscrit principalement dans des choix individuels de consommation. C'est l'idée que acheter, c'est voter. Moi, j'achète pas ça et je vote pas pour ça non plus. c'est pas une fin en soi. Puis on voit que ça
Je veux dire, il y a aussi une industrie qui carbure à ça aussi. Tu sais, toutes les campagnes dans des cégeps sur le recyclage, tout ça, les sacs réutilisables, les choses, savon bio, bon là, je les citerai pas toutes, là, il y en a partout dans plein les magasins. Ah, il y en a partout dans plein les magasins. C'est que ça devient une économie, tu sais, ça s'intègre. Que moi, on me dise que, ben, tu sais, on va continuer, on va se déculpabiliser, en fait, de consommer parce qu'on le récupère puis parce qu'on va chercher nos aliments de façon bio. C'est une façon, en fait, de ne pas remettre en question sa propre consommation. Puis c'est une question de justifier peut-être aussi là-dedans puis de se donner une bonne conscience, tu sais. Mais, en fait, le problème, il est peut-être plus global que ça. Il est peut-être justement sur le problème de pourquoi on consomme autant que ça, tu sais. Le capitalisme a cette capacité-là qui m'impressionne toujours autant, je dois l'avouer, de assez rapidement récupérer quelque chose. Au début, c'est quelque chose qui n'est pas rentable. Faire des produits de meilleure qualité qui vont donc s'abîmer moins vite, ça va à l'encontre du concept du capitalisme. Mais ils trouvent une clientèle pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? On les vend plus cher, on fait une mode avec ça, puis ça devient quelque chose qui va s'entretenir en tant que tel. D'où la phrase... qui est l'art de croire qu'on participe d'un mouvement collectif quand c'est juste des petits actes isolés, individuels. Je pense qu'il y a une certaine mauvaise conscience sur laquelle l'industrie est capable de tabler pour offrir des produits X ou Y qui correspondent à ça. Mais au bout de la ligne, bon, oui, l'industrie change peut-être ses pratiques, mais c'est des pratiques de surface parce qu'au bout du compte... le fond des choses reste le même, la société reste la même, les rapports sociaux restent les mêmes. Pour ne pas se contenter des pratiques de surface, il faut changer la société dans son ensemble, modifier en profondeur les rapports sociaux. Il faut lutter contre toutes les formes de domination et de discrimination. Il faut, même si ce n'est pas facile, inclure les choix individuels dans une vision politique afin de se remettre en question et de travailler collectivement pour que tous les individus soient réellement égaux. En tant que féministe radicale, puisque je me définis de cette mouvance politique-là, il y a une des choses qui est super importante, c'est d'analyser le privé comme quelque chose de politique. C'est-à-dire que tes choix que tu fais dans le privé, oui, leur source vient de choses politiques et ils ont aussi des conséquences politiques. Tout anarchiste est féministe par définition, mais toute féministe n'est pas anarchiste. Donc, pour moi, si tu es anarchiste, tu es nécessairement féministe parce que tu es contre tout rapport de domination. Donc, tu travailles à l'élimination aussi des rapports de domination entre les hommes et les femmes. Je pense que dans n'importe quel groupe, la présence féminine est importante puis qu'il devrait en avoir de plus en plus. C'est peut-être ce qui arrive, là, mais depuis peu. Je pense que c'est vraiment important. C'est aussi, entre autres, pour ça que je suis dans le groupe. Je veux dire, c'est parce que je suis antifasciste puis parce que je voulais m'impliquer dans l'antifa, mais aussi pour apporter une présence féminine. Je vois aujourd'hui dans les mouvements anarchistes, comme n'importe où dans la société, beaucoup des incidents de sexisme, beaucoup de comportements macho, beaucoup de misconceptions sur des questions sexuelles, beaucoup de mauvaises relations, autant de mauvaises relations interpersonnelles comme à l'extérieur avec le monde qui ne sont pas anarchistes. Et moi, je pose la question, si nous, on prétend d'être des humains avec des idées avancées pour un meilleur monde libertaire, comment est-ce qu'on peut promouvoir ces idées si dans notre vie personnelle, tout est fucké? On a fait un atelier super intéressant dans le cadre de la rencontre jeunes féministes. Il y avait comme une trentaine de femmes, puis c'était comme, OK, on identifie les blocages. La peur, c'est un blocage. La peur du jugement, la peur du viol, la peur de l'isolement. Ça, c'est des blocages qui font que les femmes n'osent pas changer leur vie sur la question intime, affective et sexuelle, tu sais. Il y en a comme plein d'autres, tu sais, les clichés, la reproduction, la sécurité. En tout cas, tu sais, il y a plein de choses. Là, tu les identifies. Puis une fois que tu les as identifiées, c'est comme, OK, qu'est-ce que je vais affirmer pour les outrepasser? Tu sais, c'est quoi les moyens que je vais me donner pour aller plus loin? Notamment, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est une critique de l'hétéronormativité. L'hétéronormativité, c'est le fait que la norme, la façon convenue, qu'est-ce que tu es supposé de faire, c'est d'être en couple hétérosexuel, de tomber en amour,
d'avoir une relation exclusive. Alors, généralement, de nos jours, on est un peu libertin, fait que tu as le droit de baiser un peu à côté des fois au début, mais après ça se ferme parce que là, tu vas avoir des enfants, puis là, tu vas avoir une job, puis là, bon, c'est ça le modèle, tu sais. Je m'appelle Miguel, je suis membre un des individus qui composent le collectif qui a organisé la semaine queer. J'ai participé dans le Panthère Rose, un peu dans le mouvement queer en France aussi. J'ai participé à un Queer Eruption, pardon. Puis ça fait 2 ans que je travaille avec la semaine queer. Puis c'est ça. Ouais. Ça découle des luttes féministes, ça découle des luttes homosexuelles qu'il y a eu dans les années 70. Les anarchistes sont les queers de la politique, puis les queers sont les anarchistes du sexe. Quand je dis ça, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une déconstruction de genre, une déconstruction d'une identité qui était placée, mais que ce soit autant ton identité sexuelle homme-femme, que ce soit ton orientation sexuelle. Il y a vraiment une idée de fluidité dans les identités, de possibilité de la transformer, de possibilité aussi de rencontrer les individus en tant qu'individus, puis pas selon ce qu'ils ont présupposé sur eux. Fait que, c'est les meilleurs sex parties de toutes. Je pense que le concept de queer n'existe pas dans la conscience populaire générale, mettons, de la société québécoise ou de la société occidentale moderne. C'est une invention, il faut encore la faire prendre. Je pense que si les gens ils nous voient, ils pensent juste qu'on est des fuckés. C'est d'ailleurs ce que le mot queer veut dire, là. Fucké. Queer représente une solidarité entre toutes ces fuckés-là. Fait que du coup, ben, ça va toujours dépendre s'ils voient un trans, genre transsexuel, ils vont avoir une réflexion différente que s'ils voient 2 personnes identifiées hommes qui se tiennent par la main. Mais en même temps, quand moi, les gens ils me parlent de mon identité sexuelle, je me reconnais jamais dans ce que la personne est en train de dire. Puis il faut toujours que j'ai une explication avec la personne. Puis je suis très content d'avoir, moi, le concept de queer qui m'aide à comprendre moi-même qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment est-ce que je suis capable de l'expliquer, puis qui est une ressource super riche en questionnement. Un questionnement que je pourrais pas avoir si j'avais pas ce concept-là. T'sais. Parce que je suis pas gay, je suis pas homosexuel, je suis pas, c'est pas ça que je vis, puis c'est pas comme ça que je le vis. T'sais. Dans le milieu militant anarchiste, on a quand même réussi à créer un espace plus sécuritaire qui permet et aux hommes et aux femmes de toute tendance sexuelle de pouvoir affirmer certaines choses. Moi, je suis travailleur de rue. Je travaille en fait avec les travailleurs du sexe masculin, donc les gars qui font soit la danse nue, webcam sexe, masseur, mais surtout prostitution de rue. Je lutte beaucoup pour la solidarité dans la rue. Je parle beaucoup aux gars justement de dire, regardez là, votre vie est déjà assez difficile même avec les proprios, avec les flics, avec les citoyens qui ne veulent pas vous voir. Crossez pas entre vous autres au moins. T'sais. Créez-vous au moins des liens de solidarité ensemble. Vous avez des conditions de vie difficiles. Puis tant que vous allez vous backer ensemble, ça va être plus facile. Vous allez moins avoir à rusher aussi. T'sais. Et on discute de la répression policière sur les gens de la rue puis sur les personnes itinérantes et marginales. Puis on essaie en fait de créer un rapport de force. De convaincre le monde dans la rue que quand les flics vous écœurent, bien, faites des plaintes. Quand vous avez des tickets, apportez-nous-les. Il y a des chercheurs universitaires, entre autres, qui travaillent là-dessus, qui peuvent se rendre compte aujourd'hui que de quelqu'un qui crache à terre ou qui traverse une lumière rouge, qui reçoit une ticket, qui n'est pas capable de payer, qui augmente en intérêt, il se retrouve en dedans à un moment donné. Il s'en va en prison, qui est l'école du crime, on s'entend là-dessus, parce qu'ils n'ont pas payé leur ticket. Ouais, salut tout le monde. Ça m'a été dit tantôt, la répression, elle touche des personnes plus que d'autres. Hein? On pense entre autres aux travailleurs, travailleuses du sexe qui travaillent dans le quartier Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve, Centre-Ville et compagnie. C'est que les travailleurs, travailleuses du sexe sont tout le temps considérés comme des gens qui travaillent. Souvent, ils travaillent dans les lieux où ils habitent. Quand on les arrête pour sollicitation, on leur donne des quadrilateurs. On les empêche d'être dans les quartiers qu'ils habitent. On les empêche d'être là où leur sexe social se trouve.
Les gens qui font le travail du sexe sont considérés tout le temps comme des gens qui travaillent. Même quand ils s'en vont à l'épicerie, ils peuvent tout le temps être arrêtés pour faire du travail du sexe. Il y a la discrimination raciale, il y a le profilage social. Moi, je travaille dans le centre-ville à l'UQAM, à Berry, donc je vois bien en fait comment les policiers traitent le problème de l'itinérance à coup de contravention. C'est une façon complètement absurde de gérer cette situation. Donc bref, il y a vraiment beaucoup de raisons pour prendre une journée dans l'année pour protester contre la police. La manifestation du 15 mars, elle est pas mal connue. C'est clair qu'elle a une assez mauvaise réputation et les gens, même des gens qui se pensent bien informés, ont une vision quand même simpliste de la problématique. Ils retiennent en fait ce que les médias mainstream disent du 15 mars. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les titres des journaux le lendemain du 15 mars, c'est presque tout le temps la même chose. C'est une manifestation contre la brutalité policière, 3 petits points, tourne à la violence ou Ils font tout le temps ce même jeu de mots-là, puis à force de le marteler, ça rentre dans la tête des gens qui ne prennent pas le temps de s'informer un peu plus précisément de ce qui se passe. Quand on dit anarchiste, souvent les gens de la rue disent « Tu connais-tu COBP ?» tu sais. Ou quand tu parles de groupe anarchiste, en tout cas militant, ça leur permet, je pense, justement, avec les 15 mars, avec ces trucs-là, de pouvoir se réunir en gang, tu sais, puis de dire aux flics 364 jours par année, tu m'écœures, tu me tapes sur la tête, tu sais, mais aujourd'hui, là, regarde, on est en gang, là, puis on le crie qu'on est écœuré de se faire taper dessus, puis on le crie qu'on est écœuré de se faire judiciariser, tu sais. Puis COBP aussi aide à contester, par exemple, des règlements comme attroupement illégal, tout ça, tu sais, aide à dire qu'il y a des plaintes qui peuvent être faites contre les flics, aide aussi à donner le nom des flics qui battent le monde puis qui tuent le monde, tu sais. Ces flics-là, du moment où on va les connaître, là, je pense que déjà là, il va être plus facile les spotter, tu sais. Moi, des stentés, des gossettes, je veux qu'on les sache, leur nom, des estis de flics qui tuent du monde, tu sais, puis qui battent du monde pour aucune raison. Puis comme ça, on va peut-être pouvoir les avoir à l'œil, tu sais. J'aime beaucoup me voir COBP avec sa caméra, tu sais, quand il filme le travail des policiers, tu sais. Les policiers, là, c'est fou comment quand ils sont filmés, ils travaillent constipés parce que un flic qui travaille quand il n'est pas filmé puis quand il s'adresse à du monde de la rue, surtout marginal, itinérante, c'est malade les interventions, comment ils font, comment c'est souvent des interventions qui sont dégueulasses. Alors, vous avez probablement entendu dans les médias que la police nous accuse, nous, d'être violents. Pourtant, c'est pas nous qui harcelons les jeunes dans les parcs, c'est pas nous qui faisons du profilage racial, et c'est pas nous qui avons tué 43 personnes en 22 ans à Montréal, c'est la police de Montréal. Et c'est pour ça qu'on est ici. Il y a beaucoup d'anarchistes, je dirais, de gens libertaires dans le milieu communautaire en général, dans les milieux sociaux, et tant mieux. Parce que on peut radicaliser, et je pense que c'est très important de radicaliser dans nos milieux de travail notre discours puis nos actions. On est quand même, je regarde là, des affaires comme où je travaille, mais Stella, Cactus, Spectre de rue, même le Rapsim, tout ça, il y a des gangs qui vont chercher, puis il y a un discours intéressant aussi qui est là. La question de l'autogestion n'est pas nécessairement ramenée actuellement par le mouvement syndical ou les mouvements populaires, mais pourrait l'être si justement les libertaires, à travers leurs idées, leurs pratiques, investissaient ces mouvements-là, justement. Donc, par exemple, lutter pour plus de logements sociaux, bien, c'est aller récupérer une partie de l'argent aussi qu'on envoie à l'État à travers les taxes et les impôts pour les mettre au service de la population. Il y a plein d'anarchistes qui sont infirmières, il y a plein d'anarchistes qui sont plein de choses, qui sont professeurs, qui sont... Fait que oui, on est présent dans plein de sphères de la société. Maintenant, oui, on radicalise ces espaces-là, mais oui, ces espaces nous déradicalisent. C'est sûr. Il n'y a jamais de choses qui sont comme à sens unique dans ces choses-là. Tu as un effet sur quelque chose, cette chose-là a un effet sur toi. Pourquoi? L'horaire. Si tu fais du 9 à 5, tu fais du 9 à 5. Tu as moins de temps pour faire d'autres choses. Petit temps. La stabilité. Là, tu t'habitues à avoir un bon salaire. Ton mode de vie change. Económicamente es más fácil ser anarquista aquí que no importa qué otro país de América Latina, ¿no? O por lo menos en México, ¿no? ¿Por qué? Porque hay los recursos, ¿no? Porque cuando tú ves un periódico de aquí o una revista de aquí, la comparas con una revista o un periódico de América Latina, tú dices, carajo, ¿de dónde, cómo le hacen, no? Y pues es claro, ¿no? Porque hay más accesibilidad al dinero, ¿no? Si on me demande si je suis anarchiste, ma réponse va dépendre du temps que j'ai pour expliquer ce qu'on entend par là et ce que j'entends par là.
Mais généralement, je vais avoir plutôt tendance à dire que je suis sympathisant anarchiste ou que je suis sympathique aux idées anarchistes. Mais c'est sûr que dans ma vie, dont dans ma vie professionnelle qui occupe une grande partie de ma vie et dont ma vie au niveau du travail de professeur, être professeur à l'université, c'est pas être anarchiste. C'est par définition en contradiction avec l'anarchisme parce que l'université n'est pas constituée selon les principes anarchistes. Il y a certains principes de liberté intellectuelle, par exemple, mais c'est une machine à produire des élites intellectuelles, des élites économiques, des élites sociales, des élites politiques. C'est clair que c'est une contradiction d'être une anarchiste qui travaille pour l'État, là. Mais en même temps, tu sais, on est tous poignés dans le système dans lequel on vit. Donc, c'est quasiment impossible de vivre dans cette société, en société, sans aucune contradiction. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Il faudrait comme partir dans une île déserte quelque part. C'est possible, mais c'est pas nécessairement la meilleure manière de changer la société. Parce que si tu te retires de la société, tu n'es plus en interaction avec les autres. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître ces contradictions puis d'essayer de les minimiser ou de travailler avec les contradictions. Par exemple, en Europe, il y a eu beaucoup de répression depuis quelques années, mais il y avait tout le réseau des squats. Le réseau des squats, là, c'était pas 3 squats par-ci, par-là. Là, en Allemagne, dans les années 80, c'était des milliers de squats. Et donc là, quand vous avez des squats politiques, où il y a des activités politiques, il y a un réseau de solidarité, il y a de la nourriture gratuite, il y a des vêtements, il y a des possibilités de logement, ces lieux-là articulent aussi des résistances contre le nucléaire, contre la guerre, contre le racisme, etc. Donc, vous articulez vos luttes avec votre endroit où vous vivez. Vous êtes dans un réseau pan-européen, en fait. Mais là, évidemment, vous pouvez être anarchiste pendant 5, 10, 15, 20 ans. Vous pouvez avoir des enfants là-dedans, vous avez des amis, vous êtes amoureux, vous intégrez votre vie avec votre pratique politique. Le mode activiste, d'enchaîner réunion sur réunion sur réunion, sur campagne après campagne, ce rythme-là, peu de gens sont capables de le tenir. Et je conçois pas ma vie comme une longue suite de réunions non plus. Je pense qu'il faut voir il faut avoir une vision à plus long terme de ce qu'on veut accomplir. Moi, ma fille, papa et maman sont anarchistes, OK. Ça, c'est notre choix à nous autres. Hein? Elle a 1 an, donc on n'a pas à y imposer rien. Être anarchiste avec un enfant, c'est quoi si c'est pas y montrer à quelque part que la vie, ça peut être d'autre chose que ce qu'on nous tape sur la tête à tous les jours, que le monde qu'elle voit autour d'elle, à la télévision, que ça va être à l'école, que ça va être avec les amis, tout ça. La société en général, ça c'est une chose, OK, mais c'est pas tout. Je veux qu'elle sache que des squats, ça existe. Je veux qu'elle sache que de la récupération de bouffe, ça existe. Je veux qu'elle sache qu'on peut réparer nous-mêmes des vélos, qu'on peut faire des semences, qu'on peut planter un jardin, qu'on peut manger nos légumes. Je veux qu'elle sache qu'il y a plein de gens qui sont gentils aussi, puis qui pensent pas juste à l'argent, puis là-dessus, elle se fera ses choix, tu sais. Mais je pense que c'est ça, être parent anarchiste. Donc, il faut penser sur le long terme, puis faire en sorte que chacun de la personne qui, dans sa vie au quotidien, est très prise, un père ou une mère de famille monoparentale, puisse aussi faire partie prenante de ce mouvement-là. Et puis pas se sentir exclu de ce mouvement-là parce qu'elle n'arrive pas ou qu'il n'arrive pas à participer aux 18 réunions de planification de la dite campagne pour accoucher de la manifestation après. Il faut qu'il y ait un espace pour chacun, chacune. Sans doute est-ce pour cette raison que plusieurs militants travaillent à faire avancer des organisations qui, comme le Centre social autogéré, la Convergence des luttes anticapitalistes, l'Union des communistes libertaires, cherchent à perdurer dans le temps afin de pouvoir rassembler autour d'un projet commun des queers, des anarcho-féministes, des antifascistes, bref une pluralité de militants et de formes de militance pour que naissent tous les jours de nouveaux horizons. Pour qu'à travers le nuage opaque de la désinformation, puissent apparaître différentes options, différents espoirs de transformation. Si je pense qu'une société pourrait fonctionner comme le Tout-Ski, à l'image du Tout-Ski, on fonctionne par petits comités, par comité d'affinité, d'intérêt, tout ça, j'ose croire que ça serait possible. Peut-être pas dans la forme actuelle de la société, avec les États et tout ça. Je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose de beaucoup plus local, régional. Mais
Je veux dire, je sais pas si ça se peut, mais j'aime croire que oui. De façon un peu ironique, on pourrait dire que c'est pas l'anarchisme ou c'est pas l'anarchie qui est utopique, parce qu'en fait, il y a des milliers d'exemples de sociétés humaines ou d'organisations sociales qui ont fonctionné sans chef, sans hiérarchie. Ça ne veut pas dire que c'est un système parfait, là. Ça ne veut pas dire que ça a fonctionné parfaitement, mais ça a existé. Et moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est de penser que, par exemple, avec un État, on vit dans une société libre et égalitaire. Ça relève de... C'est plus que de l'utopie, c'est quelque chose d'absurde, parce que dès qu'il y a un État, il y a par définition pas d'égalité, puisqu'il y a des chefs, et il y a des gouvernants et des gouvernés. Même chose avec le capitalisme. Dès qu'il y a le capitalisme, il y a des propriétaires, des locataires, il y a des patrons, des travailleurs, il y a des riches, il y a des pauvres. Et donc, on ne peut pas dire objectivement que c'est une société égalitaire où règne la liberté quand on est dans un système qui, par définition, a des inégalités dans son système. Moi, comme principe de base de l'anarchie comme je la conçois, il y a « None of us is free if one of us is chained ». Il n'y a personne de nous qui est libre si quelqu'un de nous est enchaîné. Puis pour moi, c'est pas juste ma famille, c'est pas juste mes amis, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada, c'est dans le monde, t'sais. Même si on pense que ça va pas nécessairement arriver dans notre vécu, il faut lutter pour ça parce que l'alternative, c'est la société dans laquelle on est maintenant, où il y a des rapports de pouvoir énormes, il y a des guerres, il y a des jeunes qui sont tués par la police. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'alternative que de lutter pour une société sans autorité légitime. L'anarchisme, c'est pas une révolution avec un R majuscule qu'on va atteindre à un moment donné et que là, on va renverser l'ordre social établi, puis que tout d'un coup, tous les gens vont se tenir par la main, puis ça va être super beau, tu sais. L'anarchisme, c'est un processus qui continue, qui est en évolution, puis on pourra toujours essayer d'être toujours plus conséquent avec ses valeurs. Moi, je veux rechercher à pas avoir des relations hiérarchisées avec les gens avec qui je suis, tu sais. Leur laisser la place qu'ils puissent s'épanouir, puis que surtout, moi aussi, je puisse avoir une place pour m'épanouir. Puis c'est de pas discriminer personne, puis c'est d'être conscient qu'ensemble, on peut créer plein de trucs intéressants, puis il faut juste se donner aussi la liberté de le faire, puis c'est ça. C'est extraordinaire comment vous avez couvert un emploi déjà là, dans 30 minutes, là, 90 minutes. Et c'est extraordinaire, puis j'ai apprécié ça beaucoup. C'est sûr que vous avez manqué une petite chose ici, une petite chose là. Mettons des maisons d'édition anarchistes de Montréal. C'est quelque chose d'assez fort. De quoi? Les maisons d'édition anarchistes. Mettons une entrevue dans la librairie Insoumise pour montrer il y a une librairie qui marche. Même une entrevue dans le DIRA pour expliquer c'est quoi le DIRA. Même une entrevue avec le Festival Théâtre International Anarchiste de Montréal qui maintenant a 7 ans. Ça, c'est une grosse affaire pour nous autres. Même le Festival de l'Anarchie où il y a plein d'événements qui arrivent, la poésie, la musique, le théâtre, même des entrevues avec les musiciens. Parce qu'il y a plein de bands, plein de toutes sortes de monde qui jouent la musique anarchiste. Même peut-être plutôt des groupes communautaires qui travaillent dans des coops d'habitation, avec les coops d'habitation. Peut-être, mais ça, c'est juste un premier pas, je trouve, pour Montréal. Et je pense, maintenant, vous avez ouvert la porte pour plusieurs autres productions. Le coureur des bois et de contrebandier, enfant des 7 nations et fils d'aventuriers, métis et sans mêler, bien qu'on me les cachés, c'est des sujets de honte, j'en ferai ma fierté. Je suis fils d'Irlandais, poussé par la famine, je suis fils d'Écossais, venu crever en usine, dès l'âge de 8 ans, 16 heures sur les machines, mais Dieu sait que jamais je n'ai courbé l'échelle. Un des thèmes ou un des réseaux, en fait, qui est plus ou moins
discuter, c'est celui qui tourne autour des luttes antiracistes, anticoloniales. Il y a l'Antifa, ça c'est clair, mais il y a autre chose. Il y a tout un réseau autour de No One is Illegal, Solidarité sans frontières, Solidarity City, les gens qui travaillent avec les migrants, les immigrants, les migrants, les gens qui sont menacés de déportation, tout le soutien individuel aussi des gens qui sont menacés de déportation, l'organisation de sanctuaires, aussi toutes les personnes qui sont menacées, qui sont visées par les certificats de sécurité, tout le travail qui est fait autour des gens qui sont traités qui sont considérés comme étant des terroristes parce qu'ils sont d'une certaine couleur de peau, d'une certaine origine. Bon, il y a tout un travail qui se fait par une grande partie de la communauté, surtout anglophone, je pense, anarchiste anglophone, qui n'est pas, en fait, traité dans le documentaire. Je suis resté droit là devant les patrons, même le jour où ils ont passé la conscription. Je suis fils de paysans et fille d'ouvriers, je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Ce n'était pas ma guerre, alors j'ai déserté, j'ai fui dans les forêts et je m'y suis caché, refusant de servir de chien à canon, refusant de mourir au loin pour la nation. Dernière petite chose, évidemment, je vais parler du fait que c'est très montréalais comme documentaire. Ouais, c'est ça. Mais l'anarchisme est aussi montréalais. C'est aussi, au Québec, en tout cas, c'est une donnée fondamentale là, qui restera à creuser, qui serait intéressante. Mais il y a quand même des anarchistes qui s'organisent tant bien que mal dans plusieurs régions du Québec. Et je dirais que depuis peut-être une dizaine d'années, c'est plus marqué qu'avant. Et ça, par contre, il y a une certaine volatilité aussi de cette présence-là anarchiste en région, qui est souvent liée à la présence d'un cégep, d'une université. Et c'est difficile pour beaucoup de collectifs de demeurer actifs sur une longue période de temps, passer justement la période des études. Mais il y a quand même des gens qui le font, des camarades au Saguenay autour du collectif anarchiste Emma Goldman, qui mènent des batailles très intéressantes contre les radios poubelles là-bas, pour la démocratie, pour la liberté. Et donc, je leur lève mon chapeau. Parce que c'est pas toujours simple là-bas d'être sous pression comme ils le sont et comme elles le sont. Une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne, une alliance forcée de misère et de paix. Celle du génocide des Premières Nations, celle de l'esclavage et des déportations. Moi, sérieux, je ferais juste un bis là, que je veux vraiment que ce soit au montage, ce que disait Anna, là, comme réseau de la commission populaire, No One is Illegal, Solidarité sans frontières, Solidarité autochtone, Tadamon, qui est vraiment comme une perspective hyper importante qui est antiraciste puis qui est pas exclusivement blanche, ce qui serait le cas de Antifa puis de pas mal toutes nous autres. T'sais. Ben, c'est correct, là, le film il est majoritairement blanc, mais c'est pas comme si le mouvement anar dans lequel on évolue à tous les jours l'était pas, là, on fera pas croire le contraire. Là. Mais c'est juste que je trouve ça super important, toutes ces luttes-là dans lesquelles on s'implique, c'est où est-ce qu'on met beaucoup d'énergie aussi. Mais c'est assez franco le film. Ouais, donc, il y a Norman, là, le token anarchist anglo, mais il est même polonais, là, tu sais. Je n'aime pas le lys, je n'aime pas la croix, une aide pour les curés.